Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. On a un petit peu de retard, mais on va réussir à suivre le programme. Je suis Grégoire Lévy, journaliste pour Siècle Digital. Je suis très content, ravi d'être ici à France FinTech Révolution pour modérer cette séquence, une partie de cette séquence. On va parler ensemble de souveraineté économique de la France, souveraineté financière également. C'est un sujet qui revient de plus en plus, vous le savez aussi bien que moi. La souveraineté économique revient de plus en plus dans la bouche de nos responsables politiques. Emmanuel Macron en a parlé récemment. La guerre en Ukraine, la situation géopolitique, la pandémie de Covid-19 ont mis l'Europe et la France face aux défis de souveraineté, souveraineté industrielle, souveraineté technologique et donc souveraineté économique. Pour commencer à parler de cette souveraineté, nous allons nous demander comment les paiements et les investissements impactent la souveraineté économique française. Et pour ce faire, je suis bien accompagné, très bien accompagné, puisque nos deux intervenants sont Arnaud Codou, directeur général adjoint de BPI France, et Philippe Lolani, directeur général du groupement des cartes bancaires. Merci à tous les deux d'être là, d'être ici avec moi. Question simple, pour commencer, elle est pour vous, Philippe. Pourquoi être ici maintenant, en 2023, France FinTech Révolution, pourquoi c'est important de venir parler de souveraineté économique ? Étant représentant de l'interbancarité de l'écosystème carte bancaire, c'est une histoire française qui a plus de 40 ans. Et paiement et investissement et fintech, c'est trois mots qui s'assemblent aujourd'hui parfaitement. Et donc les recentrer sur des débats de souveraineté après 40 ans d'innovation et de filière industrielle, ça me paraît fondamental. Il faut reprendre notre destin en main et le paiement qui représente une grosse partie des fintech, si on y met aussi le traitement des données sous-jacentes, est vraiment une filière qui, à mon sens, doit exprimer le sens du vent sur cette voile qui se gonfle autour du thème de la souveraineté. Mais au-delà des mots, il va falloir aller vraiment dans des actes d'investissement, des actes de filière. Alors, on citait notre président. Moi, j'avais entendu beaucoup de choses à la Sorbonne au premier discours d'Emmanuel Macron, y compris sur les filières. Alors, la filière des batteries, la filière de l'éolienne. Je pense que, enfin, je ne suis pas le seul à le penser, qu'on a une histoire sur les paiements. Je répète, histoire française. C'est les Français qui ont inventé la carte à puce. Bien sûr que la carte est au milieu du monde des paiements, avec à sa gauche les billets, le fiduciaire, ce qu'on appelle fiduciaire. Et dans le scriptural, on a l'évolution vers les paiements mobiles, vers le wallet, vers la monnaie numérique, vers les tokens, ça a été dit en introduction. C'est un vaste monde sur lequel vous, les fintech, vous pouvez vous greffer, mais sur lequel vous devez pouvoir vous accoster aux banques, vous devez pouvoir vous accoster aux plateformes existantes et cartes bancaires et la plateforme française qui traite aujourd'hui près de plus de 2/3 de la consommation courante des Français et qui représente un paiement sur 5, c'est-à-dire plus de 20% des paiements par carte en Europe. Et donc, comme l'a dit Alain Claude tout à l'heure, je pense que de repartir de la base bleu, blanc, rouge sur une filière d'expertise. Les anciennes licornes, elles s'appelaient Sligos, même Bull, il y en a eu plein. Et aujourd'hui, elles s'appellent Worldline, Ingenico, elles sont devenues des entreprises matures. Et au niveau européen, elle s'appelle Adyen, elle s'appelle Stripe pour les Anglais, elle s'appelle Klarna pour les Suédois. Donc le monde du paiement, ça génère des vraies licornes. Et je passe bien sûr sur la plus grosse levée de fonds, Ledger, les cryptos. Enfin voilà, le monde du paiement, il est au centre du débat de la souveraineté. Et pour nous, les fintech, c'est fondamental que vous accrochiez ces plateformes avec le nombre puissant où vous êtes aujourd'hui en France dans cette innovation fintech. Donc c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on manque de souveraineté? Est-ce qu'on manque réellement de souveraineté économique actuellement, notamment dans les paiements, mais aussi dans les investissements? Il en sera question juste après. Dans les paiements, l'idée de dire on n'a pas de CB, c'est les chiffres que j'ai donnés, c'est-à-dire le réseau majeur de paiement en France. Aujourd'hui, en France, c'est 50% les espèces, et puis on va dire le reste, c'est carte bancaire à 85%, puis il y a un peu de virement, mais la France, elle est avant tout paiement carte, là où les Allemands étaient paiement cash, et les pays du Nord sont déjà plus dans le wallet ou de l'instant de paiement. Donc aujourd'hui, au centre du modèle de paiement en France, il y a carte bancaire. Et donc, clairement, on a vraiment un devoir de retracer l'histoire. Alors, pourquoi aujourd'hui on en est là et pourquoi on n'est pas au niveau européen? Parce qu'on a fait l'euro numérique, on a fait la monnaie.
Donc quand on parle de paiement, en haut, il y a la monnaie. On a fait l'euro en l'année 2000 et puis derrière, on n'a pas fait de réseau de paiement. On aurait dû faire une sorte de carte bancaire européen. Parce qu'en face, quand on a fait la monnaie, l'euro, c'était pour être en face du dollar, voire des Chinois. Et ben, on s'est retrouvé sans réseau. Donc, carte bancaire se retrouve de fait en face d'acteurs mondiaux. Ça s'appelle Visa, ça s'appelle Mastercard, qui sont présents ici aujourd'hui, ou ça s'appelle UPI, les Chinois. UPI est bien plus gros que Visa, si on prend le nombre de transactions. Donc, il faut bien voir. Et les Indiens aujourd'hui, et puis Mir, qui est le scheme russe, eh ben, il est très important aussi. Alors ça, j'en parle parce que quand Visa et Master ont coupé la Crimée, puis ont coupé la Russie, même si nos amis américains ils sont des alliés pérennes, ça pose quand même des questions centrales de souveraineté sur notre paiement. C'est-à-dire qu'à tout moment, si nous n'avons plus l'équivalent de carte bancaire ou d'un réseau européen de paiement, eh bien vous pouvez vous faire couper. Donc je dirais que dans le retail, on n'a pas la taille critique. CB, par contre, sur son territoire domestique, a largement la taille critique, c'est 4. Et donc, en termes de souveraineté, c'est un vrai enjeu, le paiement, parce que quand il est coupé ou quand il n'appartient qu'à une puissance étrangère. C'est le cas en Angleterre. Il n'y a plus de scheme équivalent ACB en Angleterre. Et bien là, on a automatiquement, sur le paiement, une désintermédiation de la souveraineté, mais aussi sur la data. Parce qu'un des fondements du paiement, c'est de traiter les données, ce n'est pas que de traiter les transactions. Aujourd'hui, dans un wallet, dans une transaction, c'est les données qui sont attachées. Et donc, quand on regarde la conformité de la data et la façon de la traiter, et surtout la façon de la traiter avec les futurs systèmes d'IA génératifs, on voit bien qu'une perte de souveraineté sur le paiement amène une perte exponentielle de souveraineté sur la data, et avec des problèmes aussi de conformité, de revente de data de data personnelle. Là, je parle de data personnelle, hein, dans des conformités qui ne seraient pas les mêmes. Donc, tous ces sujets sont bien des sujets de souveraineté avec une filière qui rassemble plus de 90 000 personnes en France quand même. J'ai cité des grands noms, là, les Worldline, les Ingenico, les Gemalto qui maintenant est chez Thales, les Idemia. C'est des grands noms de l'industrie. Donc au-delà de l'aspect financier, au-delà de l'aspect start-up, dans l'écosystème, il y a l'industrie. Et puis les derniers du système écosystème paiement, c'est les commerçants. C'est-à-dire que pour faire à chaque acte d'achat, c'est bien joli de surfer sur le net pour aller voir une marketplace, c'est bien joli de voir tous les produits, les descriptifs, les SAV et tout, mais quand vous achetez, l'acte final, c'est le paiement. Et donc là arrivent nos amis ou concurrents d'Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, et donc tous les XP, si on ne sait à la fois pas les intégrer sur notre plateforme, et encore mieux si on n'a pas en face quelques wallets. Donc là, il y a un grand projet qui s'appelle EPI, qui est Wiro aujourd'hui, que les banques françaises ont essayé de lancer. Vous avez vu dans les échos ce matin, la Banque centrale réfléchit à une carte en euros numériques. On est bien au centre de plein de sujets qui sont de souveraineté. Et pourquoi je suis là, en représentant de carte bancaire, c'est que la carte bancaire, ça représente toutes les banques, mais aussi des acteurs comme Adyen, Stripe, ils adhèrent à carte bancaire. Et on représente un paiement sur 3 de la carte en Europe, un paiement sur 5 de la carte en Europe, 20%, qui chaque jour transite sur le réseau carte bancaire, même si vous êtes en co-badging avec Visa Master. Donc, on a un vrai atout, comme disait Alain, on peut, avec vous les fintech, repartir sur une nouvelle génération de notre base française à étendre en Europe. Et ça, j'y crois beaucoup. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que vous êtes très présents, les fintech chez CB, parce qu'on a un lab, et je citerai que Too Good To Go, VoxPay, la consigne Grico. Il y a eu des levées de fonds, Too Good To Go a levé 25 millions, Bicac, qui est l'ex-consigne 5 millions d'euros. Voilà. Au-delà de ceux que vous connaissez, les ledgers, les contos, qui sont actifs, il y a une nébuleuse de start-up, de fintech autour de l'activité paiement carte et autres, hein, et virement, qui est super. Et je citerai en dernier EO, qui est aussi dans le cadre du don. On est vraiment inclusif et RSE, et là-dessus, il n'y a pas de leçon à apprendre de l'étranger. C'est en proximité qu'on peut faire ces offres. Donc on voulait témoigner de cette capacité dans la filière paiement et à travers l'interbancarité à la fois française de carte bancaire, mais aussi du futur projet de wallet Wiro, European Payment Initiative, là, voire de l'euro numérique, de la capacité sur cette filière de cross-seller avec vous les fintech. Mais faut-il encore que derrière, on ait une capacité de suivre l'investissement, puisque, comme on l'a dit, souvent, il y a une transformation du premier, du deuxième essai, voilà, le troisième. Et moi, j'attends que ça.
parce que sur le scoring et tout, les IA génératives, on aura besoin sur les fraudes. On a une capacité, on a une avance mondiale sur la fraude. Et les boîtes comme Mistral AI qui arrivent, DreamQuartz que j'ai fait bosser et tout, il y a une capacité à développer ça, mais il faut que le financement suive. Justement, j'allais parler du financement. Arnaud, quel constat on peut dresser aujourd'hui du financement, de l'impact du financement sur la souveraineté économique française ? D'abord, la souveraineté, c'est pas l'autonomie. C'est quand même important d'avoir ça en tête. On est dans un monde qui reste ouvert, même s'il se fractionne un petit peu. Donc, la souveraineté, c'est la prise de conscience qu'il faut être maître de son destin. Il faut être maître de son destin dans un monde ouvert. Donc il faut choisir ses batailles. On ne va jamais être souverain sur tout, et personne ne sera jamais souverain sur tout. L'IA américaine dépend des puces taïwanaises qui elles-mêmes dépendent de la lithographie néerlandaise en l'occurrence. Et donc voilà, on vit malgré tout dans un monde ouvert. Ce qui compte, c'est pas de tout faire soi-même, c'est même pas de faire certains trucs verticalement soi-même, c'est d'être en situation de contre-pouvoir et de rapport de force avec le reste du monde, et donc de maîtriser un certain nombre d'éléments critiques. Bon, dans ces éléments critiques, je pense qu'il est clair aujourd'hui, et donc il faut faire des choix. Et dans ces choix, tout le monde ne fait pas les mêmes. Il y a des choix qui sont clairs depuis longtemps en France, l'énergie par exemple. Les Allemands n'ont pas fait ce choix-là. Donc même sur des trucs qui paraissent évidents, l'analyse de ce qui est souverain et de ce qui n'est pas est pas simple en réalité, dépend de l'histoire, dépend de beaucoup de choses. Nous, BPI France, on est là pour investir dans ce que j'aurais envie d'appeler la prochaine souveraineté. Les grandes infrastructures souveraines qui existent déjà, elles sont soit possédées par l'État, soit carrément des entreprises publiques, mais c'est pas nous. Nous, on se dit qu'il y a beaucoup de choses qui émergent, qu'il faut donner sa chance finalement aux entrepreneurs, que c'est eux qui savent le mieux où on peut être très bon, et que petit à petit, on va voir émerger des champions, et puis on verra des choses qui fonctionnent pas. En tout cas, il y a une analyse sociétale qui est claire. Je pense que la tech et la data sont des éléments de souveraineté, qu'on ne peut pas en être absent, qu'on ne peut pas les laisser complètement à l'abandon. Donc, dans le cas des paiements, effectivement, tout le monde a compris que c'était complètement lié à la data et que c'était compliqué, ne serait-ce que pour ça, de perdre toute forme d'infrastructure critique. Typiquement, sur la data, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a maintenant en Chine une réglementation qui interdit même aux entreprises étrangères de sortir les données qui sont générées en Chine. Ce n'est pas vrai sur toutes les données, mais globalement, si vous êtes une boîte européenne, américaine en Chine, avant de sortir les données de vos clients, de les mettre dans votre data lake à vous, vous devez demander l'autorisation et la plupart du temps, vous ne l'avez pas. Donc on va vers vraiment une application au sens dur de ce qu'est la souveraineté dans la data. Il faut être conscient de ça, et donc il faut qu'on ait des briques de système dans les paiements, des briques de système dans la data, de manière générale des briques de système dans la technologie qui permettent d'aller là. Nous, BPI France, on est quand même petit, on est gros par rapport à beaucoup de gens, mais fondamentalement, on n'est pas à l'échelle et heureusement, c'est vraiment pas le but, de nationaliser des verticales. Donc la première chose qu'on fait, c'est d'organiser le système. Le premier élément de souveraineté dans la technologie, c'est pas d'avoir BPI France qui ferait tous les tours d'investissement, c'est d'avoir un écosystème de fonds de venture ancré en Europe, idéalement, originellement français, ancré dans le monde, dans un certain nombre de cas, qui soient des champions du venture. La première chose qui est importante, c'est d'avoir cet écosystème-là. Je ne fais pas de focalisation sur l'Allemagne, mais typiquement, les Allemands, en 2000, ont arrêté de financer leur écosystème de venture. Ils se sont retrouvés pendant 10 ans sans fonds de venture crédibles. Ils sont en train de rattraper, évidemment, mais ils ont traversé une espèce d'hiver du venture qui était vraiment un hiver nucléaire, qui a duré une dizaine d'années, et ça les a énormément pénalisés. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est s'assurer qu'on a des champions du financement de la tech. Donc on fait ça, on est un fonds de fonds depuis presque 30 ans maintenant, BPI France et avant CDC Entreprises. On continue à le faire, on le fait singulièrement en ce moment, c'est-à-dire quand c'est difficile de lever des fonds pour les investisseurs eux-mêmes, il faut des gens qui prennent le relais. Donc on investit un peu plus, nous, dans les fonds de venture français aujourd'hui qu'on ne le faisait en haut de cycle. À la fois parce que c'est important de le faire, qu'il faut que quelqu'un le fasse. Ensuite, parce qu'au demeurant, on sait que c'est dans ces moments-là, c'est pas très dur d'ailleurs comme raisonnement, on sait que c'est dans ces moments-là qu'on fait les meilleurs returns. Donc ça fait une double raison d'investir. Alors, vous me direz pourquoi les autres le font pas, ils ont leurs contraintes, c'est un écosystème compliqué, c'est encore relativement fragile. Donc voilà, typiquement ça c'est quelque chose qu'on fait dans la durée depuis longtemps et qui assure qu'il y a un flux de financement disponible. Aujourd'hui on dit que c'est la crise et c'est vrai, c'est un moment qui est dur, c'est pas non plus du tout ni 2000 ni 2008, je pense que vous l'aurez tous constaté, c'est juste un moment d'ajustement des valorisations et de ralentissement des levées après quand même quelques années d'euphorie.
faut bien le dire, mais il n'y a pas de tarissement de la source. Il y a 10 milliards d'euros dans les fonds de venture qui sont disponibles aujourd'hui pour être investis. Ça va repartir. Il faut que les valeurs qui baissent un peu et les fondamentaux des entreprises qui, eux, continuent à monter en moyenne, reconvergent vers quelque chose de stable. On est en train d'y arriver. On n'est pas réellement inquiet là-dessus. Voilà, donc est-ce qu'il y a du financement aujourd'hui en France pour construire des champions? Oui. Est-ce qu'on y arrive suffisamment? Évidemment non. On peut toujours faire mieux. Donc on regarde tout ce qu'on peut faire de mieux. Il faut qu'on arrive à construire des champions européens. Il faut qu'on raisonne souveraineté européenne. C'est toute la beauté de l'Europe, c'est que tout le monde a envie de le faire, mais qu'en pratique, c'est compliqué. Donc on essaye, nous, de créer, encore une fois, des champions du financement qui soient européens et des champions de la tech qui soient européens. On pense qu'on y arrive assez bien. Mais encore une fois, on ne décrète pas à l'avance qui va être un champion. On finance beaucoup de gens et on regarde ce qui fonctionne. Évidemment, évidemment. Ça me fait venir une question. Est-ce que cette souveraineté française dont il est question ici ne passe pas obligatoirement par une souveraineté européenne avant toute chose ? On a parlé avant du projet EPI notamment. Est-ce que ce n'est pas un passage obligatoire avant de penser souveraineté française, de penser souveraineté européenne ? Je dirais un peu, l'exemple EPI, je dirais un peu à l'envers. C'est-à-dire que si on n'est pas fort sur ses bases et si on ne repart pas à des bases, à titre personnel, je ne crois plus à l'Europe des 26, 28, 27 d'un seul coup. Je crois plutôt à une agrégation comme une bonne mayonnaise. Les œufs, il faut les tourner et il ne faut pas que ça tourne. Mais partir en top-down, uniquement sur des ruptures technologiques en disant j'allume... voilà. Et pourquoi je parle de ça? C'est que le projet européen, il visait à faire, déjà après 20 ans après la création de l'euro, c'est-à-dire avec 20 ans de retard, le projet c'était de faire un réseau de paiement sur la carte, sur l'instant de paiement et pour avoir un wallet européen. C'était ça le projet EPI, une initiative domestique de 16 ou une vingtaine de banques, plus quelques acteurs industriels. Et puis ça a échoué sur la partie carte. Ça a échoué sur la partie carte parce que plus de la moitié des Européens n'ont plus l'équivalent de carte bancaire. Ils sont déjà sous extraterritorialité du traitement de leur traitement carte. Je pense aux Hollandais et à plein de pays d'Europe qui ont lâché l'affaire. L'Angleterre avait lâché l'affaire aux Jeux Olympiques de Londres. Ça a une grosse répercussion économique sur les paiements, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus cher. Quand vous retirez de l'argent, il faut payer à chaque fois. Enfin, c'est un modèle économique totalement différent quand il n'y a pas un traitement de proximité. Donc, partir en haut et dire d'un seul coup, je vais faire un réseau de paiement, une marque de paiement européenne, un wallet européen sur l'IP tout en migrant la carte, tout ça, c'était un peu compliqué. Donc, mon propos est de dire oui, il faut trouver des chemins pour aller à l'effet de taille sur l'Europe. Ces chemins, ils sont, comme l'a dit mon voisin, peut-être à prendre, et c'est ce qui est en train d'être le cas pour EPI, qui est devenu Wiro, sur l'innovation, c'est-à-dire que sur la carte, il est peut-être déjà trop tard pour certains pays, donc ce n'est pas la peine de les associer. Par contre, sur le wallet, il y a encore des capacités. Sur le traitement de la donnée en mode digital, il y a peut-être des capacités. Après, ça posera une autre question, c'est si on fait tout ça dans un cloud qui n'est pas sécurisé, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc là, on pourra en reparler sur l'aspect télécom, parce que l'aspect distribution est important. Et donc, si je reviens à la carte, par contre, c'est l'inverse. C'est-à-dire que autant le projet de wallet par EPI, Wiro, et par peut-être le wallet ou la carte de la BCE sur l'euro numérique peuvent converger à un moment donné et faire une solution européenne à l'échelle face à des gens qui sont énormes. Parce que là, c'est plus que Visa et Master, c'est Apple Pay, c'est les PayPal qui avaient commencé. Le plus petit start-upper qui a commencé sur le paiement, il s'appelle Elon Musk, quand même, je rappelle. Et son copain, c'était M. Alexander Karp qui a créé Palantir. Donc voilà, vous voyez quand même sur le traitement de la data et le paiement, il y a quand même des acteurs qui s'y sont intéressés très tôt. Donc je ne dis pas qu'on a du retard à l'image, mais par contre sur la carte, là on a quand même un atout qu'on a encore carte bancaire, on a un écosystème dans lequel s'adossent toutes les banques, qui est complètement compliant by design sur la réglementation des données, qui protège les données, qui protège l'économie parce qu'on est en traitement de proximité 10 fois moins cher que... Et donc, là, je pense au contraire qu'il faut repartir de la base domestique et peut-être viser des interconnexions avec des pays qui ont encore leur système carte, par exemple, l'Allemagne, la Belgique, il y en a. En gros, 50% de l'Europe, ou plus de 50% de l'Europe, est encore en système souverain sur la carte. Donc, il y a des choses à faire, mais pas de la même façon. Et le tout c'est d'avoir un plan. Et moi, je suis un vieux, on a cité les crises de milieu. J'ai même vécu la crise de 98. J'ai été la responsable Internet de BNP Paribas en 1998. Donc des crises, il y en a eu et il y en aura d'autres. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à se rassembler. Et là, c'est un moment où on peut rassembler nos forces territoriales en souveraineté. Mais comme a dit mon voisin, il ne faut pas jouer tous les sujets. Donc là, sur la carte, on a des choses à faire
En France, j'y crois parce qu'il y a les chiffres qu'on a dit, 2 tiers. Quand on a 20% de part de marché dans une plateforme comme l'Europe, trouvez-moi une entreprise qui a 20% de part de marché. Dans la chimie, dans les voitures, il n'y a pas. Dans la carte bancaire, elle a 20% du marché de la carte en Europe. Il y a des choses à faire. Et puis, sur la partie digitale, on voit bien que là, on peut accompagner le mouvement européen qui s'adossera sans doute à l'essai d'une monnaie numérique aussi et d'un portefeuille numérique européen. Certains l'ont déjà fait, l'Estonie, les autres, les Suédois, les pays du Nord sont déjà là-dedans. Il faut bien voir que dans le monde du paiement, regardez le chemin qu'on a fait sur le sans contact, il faut 10 ans pour migrer. J'ai migré la carte, nous avons migré ensemble la carte au geste sans contact pendant le Covid. Il a fallu ça a commencé en 2016. L'avènement du paiement mobile par les mobiles, ça sera 10 ans. Et le wallet, ça sera 10 ans après. Donc les choses s'accélèrent un peu, ça sera peut-être 6 ans et 6 ans. Mais de toute façon, avant 10 ans, il n'y aura pas... Donc là, il y a des choses à faire. La cause n'est pas perdue, c'est ça mon propos. Et pour vous, les fintech, moi je pense qu'au-delà des compétences, Alain Clos l'a dit, on a des compétences mathématiques sur l'IA générative, sur le paiement, on a toute l'histoire française que j'évoquais depuis 40 ans. 40 ans que carte bancaire a été créée par les politiques. Il nous faut quoi? Il nous faut l'appui des politiques pour défendre la souveraineté. La souveraineté, elle ne peut pas se défendre que par l'industriel. Il nous faut des éléments européens, on l'a bien vu sur l'énergie, où il y a des consensus européens politiques, donc là je mets ça dans la bulle politique. Il nous faut une capacité des plateformes existantes ou en création à accueillir les nouvelles fintech et à les aider. C'est-à-dire carte bancaire devrait pouvoir aider les fintech du paiement carte et mobile, et puis EPI devra aider les fintech des wallets et tout, et voilà, incluant avec les banques derrière, parce que les banques européennes sont derrière. Donc, et puis voilà, il y a les financements venture et autres, et voilà, c'est un écosystème qui doit être ouvert pour vous accueillir, mais il doit être ouvert vers une trajectoire. Il ne doit pas être ouvert en opportunisme ou à chaque coup au fil de l'eau, une expérience, un truc. Parce que souvent, c'est comme nos joueurs de tennis, hein, j'ai rien contre, mais si vous voulez, moi j'ai sponsorisé beaucoup le tennis, j'étais chez BNP Paribas. Quand on commence à gagner un tournoi, bon, alors on a notre Yannick Noah emblématique ou notre Coupe Davis, hein, mais quelque part, en général, les joueurs de tennis français, ils gagnent un truc européen ou national, et puis ils s'achètent la Porsche ou la Ferrari, et puis ça suffit, on les voit jamais. Moi, Nadal, je l'ai sponsorisé à la Bolle, il était tout petit, et tout petit, il était aussi hargneux pour gagner qu'à la fin. Et du début à la fin, il voulait gagner. Donc c'est cet esprit-là que vous avez, je sais, et qu'il va falloir qu'on aide. Moi, j'y crois encore. Message positif noté. Il a été question aussi plusieurs fois, Arnaud, de créer des champions, de faire de nos fintech des champions nationaux, des champions européens, des géants finalement. Mais est-ce qu'on n'est pas encore aujourd'hui en 2023 face à un phénomène de prise de participation et d'investissement massif de la part de géants étrangers en vue de racheter justement ces fintech françaises? Est-ce que ce n'est pas un danger pour la souveraineté nationale? Est-ce qu'il n'y a pas un manque peut-être d'investissement d'acteurs locaux, nationaux pour contrer ça? C'est d'abord une reconnaissance, il faut reprendre le truc au début. Il vaut mieux un pays où les grands champions mondiaux s'intéressent à vos startups et à vos fintech qu'un pays où personne s'y intéresse. Quand même, fondamentalement, c'est plutôt rassurant. Une fois qu'on a dit ça, c'est bien aussi qu'ils ne rasent pas gratis tous les ans, donc ils ne rachètent pas à la casse, d'une part, et qu'ensuite ils ne rachètent pas tout le monde non plus. Donc il faut un certain nombre de dispositifs de protection, mais ça se gère quand même assez finement. C'est-à-dire qu'on a eu des épisodes que je ne rappellerai pas dans le passé, où si vous cassez des ventes un peu trop facilement, et ben précisément vous vous retrouvez dans la situation où rien n'est réputé achetable et ça devient compliqué. Donc, point 1, oui, il y a beaucoup de grands groupes mondiaux qui regardent beaucoup de boîtes françaises, et oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, il y a beaucoup de compétences qui sont en France parce que les grands groupes mondiaux ont décidé d'y mettre leur centre de compétences. Aujourd'hui, on estime sur l'IA générative, qui est très à la mode, que sur les 200, c'est assez marrant d'ailleurs de se dire que dans le monde, il y a 200 à 300 personnes qui sont capables de vraiment éduquer des LLM. C'est pas beaucoup. Sur les 200 à 300, il y en a 50 en France. Les 50 en France, ils ne seraient pas en France si on n'avait pas notre système éducatif, mais ils ne seraient pas non plus en France si on n'avait pas Meta et Google. Donc, même chose, il faut rester pondéré dans ce qu'on dit. Sur le fait de raisonner européen ensuite, il y a le fait d'accepter, pour faire des champions européens, qu'il y ait des boîtes françaises qui rachètent des boîtes allemandes, mais qu'il y ait aussi des boîtes italiennes qui rachètent des boîtes françaises, etc. Une des façons de raisonner européen, c'est quand même de reconnaître que tous les pays ne peuvent pas gagner sur tous les coups. Idéalement, il faudrait qu'on ait nativement des gens qui prennent le marché européen. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une réalité, donc il faut aller chercher les autres pays, et souvent ça passe par des fusions-acquisitions. Il faut quand même être un petit peu ouvert. Tous les champions ne peuvent pas partir de France, et donc c'est normal que des boîtes se vendent à des startups européennes dans un premier temps.
aussi. Deuxième élément. Enfin, troisième élément, il faut qu'on ait des champions mondiaux qui émergent, c'est une évidence. Donc ceux-là, on les voit arriver, on les protège et on les surfinance un petit peu, le cas échéant, si besoin est. Mais ils existent, enfin, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Voilà. Sur l'Europe, peut-être pour revenir en arrière, il y a plusieurs façons de raisonner européen. Je pense qu'il y a cette histoire d'avoir des champions européens, c'est important. Il y a le fait qu'il faut avoir la taille critique et être européen, ça aide. Il y a des sujets d'infrastructure, c'est clair. On parlait de la crypto. Même chose, il y a des sujets de réglementation. Pareil, MiCA aujourd'hui dans la crypto, c'est un énorme avantage concurrentiel, singulièrement à la pile en ce moment sur les États-Unis où le bordel réglementaire est quand même assez affirmé, on va dire. Donc il y a des moments comme ça aussi où être européen, ça peut énormément aider juste par la réglementation, indépendamment de toute considération de puissance ou de taille critique. C'est important de l'avoir en tête. Il faut jouer avec ses forces. Il se trouve qu'on est fort en réglementation globalement, et ça peut être un système de défense aussi d'ailleurs sur un certain nombre de rachats d'entreprises. C'est pas toujours une force, hein. Je vois Geoffroy qui rigole, je sais que la réglementation, ça peut aussi être pénible, c'est vrai, et ça fait partie de ce qu'il faut qu'on fasse mieux que c'est pas éduquer nos régulateurs, c'est pas le bon mot, mais dans la banque en particulier, et donc globalement dans la banque assurance, et donc pour les fintech et les assurtech, on a un système de régulation qui vient pas du monde de la start-up et du monde de la tech, qui a envie d'y aller, qui sait qu'il doit y aller, mais c'est un long apprentissage et une longue convergence, donc il faut qu'on travaille ça. C'est typiquement des éléments qui sont importants aujourd'hui pour préserver l'écosystème et lui permettre de grandir. C'est une chose d'avoir eu des bacs à sable et d'avoir laissé les gens jouer. On est à l'étape où il faut aider les gens à grandir, et ça passe aussi par la réglementation. On arrive à la fin de cette discussion, de ce regard croisé. Avant de conclure, quelques mots peut-être rapidement sur les nouvelles technologies qui arrivent. Il a été question de tokenisation beaucoup, de cloud, d'intelligence artificielle. Quel va être le rôle de ces technologies et est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est bien parti en France pour s'en servir dans le cadre de plus de souveraineté ? Bon, de manière pragmatique, je voulais juste rebondir sur la réglementation. Je sais que dans le monde financier, dans le monde des paiements, elle est très lourde, mais elle est, comme l'a dit mon voisin, elle est très protectrice et elle peut donner un élan. RGPD, MiCA, DORA, DSP2, DSP3, enfin, authentification forte, c'est à la mode. On parlait des Chinois tout à l'heure, ils protègent leur marché, ils développent là-dessus aussi. Et il y a façon de développer nos offres et de protéger nos filières telles qu'on les a évoquées ce matin, aussi par la réglementation. Donc moi, je la vois positivement. Après, c'est vrai qu'après les bacs à sable, et c'est là où je pense que l'adossement des fintech. On discutait avec Alain Clos et moi je rêvais d'un Euronext des paiements, c'est-à-dire que quelque part sur les titres, les marchés, on a fait Euronext, ça marche très bien. Et sur les paiements, il n'y a pas eu. Bon, j'ai parlé de l'échec du réseau de paiement européen par carte et tout. Il y a encore pays qui se développent et sur la partie wallet, mais on doit pouvoir travailler ça. Alors pour ce qui est de l'avenir et sur quoi le paiement, la route de l'innovation des paiements continue, c'est fantastique. Au-delà de l'IA générative et du traitement en temps réel des scores, de toute l'évolution des scoring, il faut savoir que le paiement, et en particulier le paiement en carte, il s'appuie sur des clés cryptographiques et RSA. Le quantique arrive, et donc est-ce que le quantique va casser ces clés ou pas ? Comment prendre le rebond pour passer entre l'IA générative et le quantique à quelque chose qui va être le futur de la sécurisation du paiement, parce qu'il n'y a pas de paiement sans sécurisation du paiement. Le paiement non sécurisé, il ne vit pas. Il peut être technologique, il peut être seamless, il peut être tout ce que vous voulez. Si à la fin, vous faites piquer votre pognon, ça ne marche pas. Donc ça, c'est important, sécurité. Il y a donc tout ce thème autour de la sécurité. Au milieu de cette sécurité de l'individu, il y a la biométrie, avec là aussi toute la réglementation. Donc tout ça, c'est des thèmes fantastiques d'évolution du monde des paiements. Alors les thèmes plus classiques, c'est les parcours commerciaux, le commerce en magasin, le commerce en mobilité, le commerce dans le mobile, le paiement, tout ça. Paiement commercial en mobilité, paiement dans votre voiture sans passer par la pompe à essence. Donc, voilà. Tout ça, c'est seamless, de plus en plus seamless, de plus en plus en mobilité. Et là, les commerçants ont plein d'inventions. Et là, pour vous, les fintech, il y a plein d'évolutions possibles. Et puis, au centre de tout ça, on l'a dit, il y a le token. Ça veut dire quoi de passer d'un système où il y avait des systèmes de paiement très sécurisés, cartes et tout, à un monde où vous avez une sorte d'alias qui n'est plus relié au paiement, mais qui entraîne aussi vos données personnelles et vos données en mobilité pour vous satisfaire dans le paiement. Mais à l'autre bout, il y a ce que disait mon voisin, il y a intérêt à ce que la conformité de ces offres soit bien cadrée.
parce que dans le paiement, je sais tout ce que vous faites, je sais où vous êtes, ce que vous faites, quand vous le faites, avec qui vous le faites. Donc, quand on l'a en souveraineté et qu'il y a la conformité, eh ben, nous en Europe et particulièrement en France, on le garde. À CB, on ne diffuse pas d'offres mercantiles là-dessus. Dans d'autres pays du monde, l'Inde, l'Asie ou l'Amérique en particulier, c'est pas du tout la même conformité. Alors, je parle pas de la Chine et de la Russie ou des pays autocrates. Voilà. Donc ça, c'est des vrais défis pour demain. Et je finirai juste sur le défi RSE. Pour les fintech, il y a tout un champ aussi, on en voit plein. Hein. Et moi, une des expériences qui me passionne en ce moment dans les recherches du lab carte bancaire, c'est une équipe du CNRS qui l'a fait et qui travaille à Orsay dessus. C'est la puce sans puce, c'est-à-dire la puce sans métal. En gros, avec du papier et des enzymes, vous créez de l'énergie. Et donc, la batterie, c'est une batterie totalement RSE. Ça existe, c'est français, c'est aidé, c'est BIFC. Ça a eu un Oscar de carte bancaire il n'y a pas longtemps. Et c'est l'exemple, et c'est même pas le dernier exemple le plus poussé de ce que je vois arriver. Ce que je vois arriver, c'est ce qui existe déjà, c'est le paiement par la pensée. Et vous avez le paiement par les objets, hein, bien sûr, le wearable, mais quelque part, le paiement par la pensée, il marche. Alors, il marche, là encore, dans une conformité qui n'est pas conforme, puisqu'on n'a pas le droit de le faire, normalement, mais technologiquement, et donc c'est là où on va vers ça. Ça fait peur, hein. Les Suédois ont déjà des puces sur eux pour payer et tout. Bon, donc ça fait peur à des vieux comme moi, ça fait peut-être envie à des jeunes comme vous. Tout ce que je voulais dire, c'est que tout ce que je viens de citer, ça fait un champ technologique, d'innovation, de nouvelles UX en termes de parcours client et aussi si on veut passer à l'échelle et industrialiser, de besoin de conformité, de sécurité voilà, et d'inclusion dans les territoires qui est fantastique. Donc je suis sûr que dans 20 ans, 30 ans, il y aura des gens sur scène pour parler encore de la filière paiement, des investissements, et j'espère que les investisseurs et que notre schéma d'investissement français-européen aura permis qu'on garde un peu la main encore là-dessus. Et peut-être que nous payerons donc par la pensée, nous verrons cela. Ça marche, heureusement ou malheureusement, ça marche déjà. Merci Philippe et Arnaud pour vos éclairages. Merci. Merci.